Bon vendredi à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. La dette publique du Ghana grimpe en flèche. Elle s'est chiffrée à 59,4% du PIB à fin juillet 2019. Le Nigeria lance bientôt un programme d'identification biométrique de ses citoyens. Il concerne les Nigérians de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Enfin, l'Union européenne ne va pas renouveler son soutien à la filière banane africaine après 2019. À fin juillet 2019, la dette publique de l'État ghanéen a atteint les 59,4% du produit intérieur brut contre 53,1% à fin juillet 2018. Évalué à 38 milliards de dollars, le niveau d'endettement du pays est en hausse de plus de 26,6% en glissement annuel. Cette dette est majoritairement composée d'emprunts extérieurs qui comptent pour 31,1% du PIB. Quant à la dette intérieure, elle compte pour 28,4% du PIB. Il faut dire que depuis l'an dernier, le Ghana a mis fin à sa collaboration avec le Fonds monétaire international et a multiplié les opérations d'emprunt, notamment sur le marché international de la dette, en vue de réduire son déficit budgétaire et aussi de financer ses programmes de développement. Au cours du premier semestre 2019, le pays a été le premier emprunteur d'Afrique subsaharienne avec environ 3 milliards de dollars mobilisés sur le marché international des capitaux. D'ici la fin de ce mois, le Nigeria va lancer son programme d'identification biométrique. L'objectif de ce programme, qui sera exécuté au cours des 5 prochaines années, est d'identifier les 200 millions de Nigérians vivant dans le pays, mais aussi ceux de la diaspora. Pour ce faire, le pays espère créer une base de données numériques en répertoriant chaque année 50 millions de citoyens nigérians, notamment grâce à l'appui de plusieurs bailleurs de fonds étrangers qui ont injecté 433 millions dans le projet. Il faut noter que le gouvernement de Muhammadu Buhari a décidé de mettre un peu plus l'identification de ses citoyens au cœur de son action économique, sociale et sécuritaire. Il y a de cela quelques jours, l'armée du pays indiquait procéder à des contrôles d'identité stricts des personnes passant dans les États d'Adamawa, Borno et Yobe, situés dans le nord du pays, afin de combattre les militants islamistes dans la région. Un mot maintenant sur les énergies renouvelables qui sont progressivement devenues une alternative solide pour les industries minières dans le monde. La capacité installée par an de centrales d'énergie propre par ces industries est passée de moins de 10 mégawatts avant 2011 à 1800 mégawatts un an plus tôt. Il faut dire que les industries africaines ne sont pas restées en marge. En passant de 100 MW en 2011 à 1800 MW en 2018, les entreprises minières ont développé un appétit croissant pour les énergies renouvelables de par le monde. En Afrique, ce constat est aussi palpable. Les énergies renouvelables sont progressivement devenues une alternative solide pour les industries minières. À l'origine, le progrès technologique, les différents changements en matière de politique environnementale et les exigences de rendement. Que ce soit en Tanzanie, en Érythrée, au Burkina Faso ou encore au Mali, de nouvelles centrales de diverses capacités sont érigées par l'industrie minière. Cette adoption progressive des énergies renouvelables est d'abord motivée par une question de rentabilité commerciale. En effet, les chaînes de valeur du secteur sont très énergivores. La facture électrique représente entre 30 et 40% des coûts d'exploitation totaux de la plupart des mines. Un coût que peuvent encore alourdir les situations particulières telles que les déficits énergétiques des fournisseurs d'électricité du continent.
ce qui contraste avec la baisse drastique du coût des technologies d'énergie renouvelable. En 2018, par exemple, les technologies solaires, photovoltaïques et éoliennes ont renforcé leur supériorité en termes de rentabilité face aux énergies fossiles, avec une baisse de 13% de leur coût par rapport à 2017. Ce qui a suscité l'engouement des entreprises minières qui voient dans ces technologies d'énergie renouvelable la capacité d'optimiser leurs factures et par conséquent leur rendement. Le recours aux renouvelables permet en outre aux entreprises minières de se mettre à l'abri des risques grandissants que pourraient engendrer les politiques de réduction du risque climatique. Dès l'année prochaine, l'Union européenne ne reconduira pas le mécanisme de stabilisation de son marché de la banane, un mécanisme qui permettait aux pays ACP d'être relativement à l'abri de la concurrence. La filière banane des pays ACP sera-t-elle désormais exposée à la concurrence au sein de l'Union européenne? Tout porte à le croire puisque l'Union européenne ne compte pas reconduire le mécanisme de stabilisation de son marché de la banane qui protégeait relativement ces pays de la concurrence. Il s'agit d'un dispositif de l'accord de libre-échange conclu en 2009 entre l'Union européenne et les pays latino-américains non ACP comme le Costa Rica, le Honduras, le Pérou, la Colombie et l'Équateur. Lequel dispositif permettait au bloc européen de frapper depuis 2009 les importations provenant de ces pays de droits de douane supplémentaires lorsque les importations dépassaient un certain volume. En 10 années de mise en œuvre, le comportement des consommateurs a changé au sein de l'Union européenne au profit des aspects sociaux, de l'environnement et de la santé. Ce qui s'est traduit par une pression sur les institutions européennes à laquelle elles ne peuvent se soustraire, sonnant ainsi le glas du dispositif. Pour les organisations de défense des producteurs du continent, il est à craindre désormais que la part des exportations africaines fonde comme neige au soleil. D'autant plus que les droits de douane appliqués à la banane en provenance des pays non ACP passeront à $115 la tonne d'ici à 2020 contre $148 la tonne une décennie plus tôt. Pour rappel, la banane reste une filière importante pour de nombreux pays africains comme le Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ces 3 nations exportent 80% de leur volume vers le marché européen. Voilà, c'est tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un court instant pour la suite. Et nous accueillons ainsi Kazmi Kouidjo. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Égypte pour nous intéresser à l'économie de ce pays. Une économie qui a enregistré une croissance de 5,6% au 3e trimestre de l'exercice 2018-2019 contre 5,4% durant la même période de l'année écoulée. C'est bien ça Inès, il faut dire que le gouvernement égyptien a réalisé une très belle performance pour le compte donc, de ce trimestre-là, affiche donc les analyses, notamment le Fonds monétaire international qui déjà dans ses prévisions, il y a de cela donc 1 an, affichait donc une très bonne croissance, en tout cas pour le compte donc, du 3e trimestre. L'Égypte est en train donc de marquer un pas décisif vers la restructuration donc de son économie ternie par des conflits politiques et aussi des conflits sociaux au niveau de ce pays-là. Au-delà de ça, l'Égypte donc est en train de reprendre progressivement sa croissance et aussi l'Égypte veut marquer un pas décisif en ce qui concerne donc le mieux-être de sa population, même si les réformes annoncées sont en train de perturber donc l'échelle sociale au niveau de ce pays-là. Pourtant, Kazmi Kouidjo, l'inflation et la pauvreté sont encore bien présentes dans le pays. Comment justement l'Égyptien ressent-il la performance que vous venez de noter? Difficilement, Inès, il faut le dire, les Égyptiens donc vivent une situation un peu compliquée parce que les réformes annoncées par le Fonds monétaire, enfin proposées par le Fonds monétaire international et mise en œuvre depuis donc 2 ans par le gouvernement égyptien sonne aujourd'hui comme donc un coup de marteau sur la tête des Égyptiens. En effet, le taux d'inflation, vous l'avez dit, depuis 2016 est en nette progression 20,9% pour le compte donc de l'année 2016. Les Égyptiens vivent donc une situation de plus catastrophique. Il faut déjà dire que, entre autres réformes donc proposées par le Fonds monétaire international pour redresser l'économie de ce pays,
pays-là figurait déjà donc le retrait du gouvernement égyptien dans le financement, je vais dire, la subvention donc des produits pétroliers, mais aussi de l'énergie électrique. Et déjà pour le compte donc de l'année en cours, c'est-à-dire donc l'année budgétaire allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, l'Égypte donc a réalisé une réduction de sa subvention qui aujourd'hui est en train donc de décimer progressivement la couverture sociale de ce pays. On annonce pour donc cette période-là une baisse considérable au niveau du pétrole jusqu'à hauteur de 40,5% qui véritablement sonne comme une difficulté pour les populations. Au niveau de l'électricité, 75% donc de la subvention ne sera donc plus accordée aux Égyptiens. Ceci a créé donc l'inflation au niveau de la population, la vie chère au niveau de la population. Et face à ceci, le gouvernement est en train de prendre donc des mesures pour pouvoir donc compenser ceci. On annonce entre autres mesures la réduction du taux de chômage. Déjà pour le compte de l'année 2018, l'Égypte est passé donc de 10,9% vers 9,6% en ce qui concerne donc la réduction de ce chômage-là. Je crois que quand même c'est une bonne note pour le pays, même si les subventions ici ont été déjà consommées depuis donc des années et les Égyptiens ont été déjà habitués à cette à cette grâce du gouvernement depuis donc une vingtaine d'années. Les Égyptiens ont été habitués à ça et tout de go, tout ceci serait désormais au passé. Ceci sonne malheureusement mal au niveau donc de la population. Alors finalement, les réformes engagées par le FMI en Égypte sont-elles opportunes? Les réformes, lorsqu'on parle du FMI, on parle de la Banque mondiale, c'est des gendarmes comme on les appelle, les gendarmes financiers. Lorsque donc le FMI et la Banque mondiale posent leur valise chez vous, c'est forcément que ceci n'est pas du goût donc de la population et donc ces réformes ont été mal appréciées par la population, mais au niveau du gouvernement, ceci sonne donc comme un bien-être pour donc redresser l'économie, car nous l'avons déjà dit, la croissance au niveau donc au cours du troisième trimestre est de 5,6% et l'Égypte annonce 5,8% pour le quatrième trimestre qui est en cours, qui va s'achever d'ici quelques mois. Au-delà de ça, il faut dire qu'aujourd'hui l'Égypte a travaillé sur des indicateurs comme le tourisme, comme donc les recettes au niveau du canal de Suez et aussi au niveau donc de certains secteurs des TIC pour véritablement donc s'offrir une certaine aisance. En tout cas, les informations de ce pays rassurent de ce que l'avenir serait meilleur. Le fonds des migrants, les Égyptiens vivant à l'extérieur, connaît aussi une croissance et donc l'Eldorado, c'est pour bientôt certainement pour la population. Il va falloir, comme certains pays, il va falloir que les Égyptiens serrent un peu la ceinture pour véritablement rêver d'avoir un pays mieux gouverné économiquement et aussi politiquement. Finalement, Kazmik Bedior, comment se présente l'année budgétaire 2019-2020 en Égypte? L'année budgétaire va se présenter très difficile encore pour la population car les réformes vont continuer, c'est même au cours de cette année, c'est-à-dire à partir depuis le 1er juillet 2019 que les Égyptiens vont vivre les affres donc de la réforme en termes donc de subventions et donc ça ne serait pas du tout facile. En tout cas, le gouvernement pourra donc compenser ce déficit que la population aura dans ses assiettes certainement pour véritablement ne pas susciter davantage donc la tension dans les rues donc du Caire. On va observer tout ceci pour voir si véritablement le gouvernement pourra donc tenir le pari des réformes du FMI et de la Banque mondiale. Merci beaucoup Kazmik Bedior. Merci d'être passé sur ce plateau et bon week-end à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA et bon week-end.